Voilà, bien, bonsoir à tous et merci à Sylvie, Benoît et Julien d'avoir accepté de participer à ce TAP. Juste en préambule, pour ceux qui n'auraient pas encore repéré, l'étape est une animation qu'on a mise au point depuis 2 ans maintenant avec les étudiants. L'idée donc est d'avoir autour d'une thématique trois intervenants en général, quelquefois c'est deux ou un, qui interviennent sur cette thématique et qui expliquent leur parcours professionnel qui les a amenés à travailler sur la thématique en question. Voilà, les sujets sont définis dans un brainstorming entre quelques alumni et tout un groupe d'étudiants. Les étudiants qui ensuite priorisent les thématiques et les étudiants sont les relais de communication auprès de l'ensemble des étudiants, justement. Voilà. On va procéder comme d'habitude, c'est-à-dire que chaque présentateur présentera son sujet en une dizaine de minutes. Question-réponse sur la thématique et on passe à la suivante ensuite. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on enregistre la session et donc vous aurez à disposition l'enregistrement de nos échanges également. Euh, Petite précision pour les questions, merci de poser les questions dans le chat, ce qui me permettra de les reformuler, voire de demander des explications à celui ou celle qui a posé la question. Voilà pour le préambule. Voilà. Geneviève, je te laisse présenter nos trois intervenants. Oui, donc Benoît Gourlet, ITEM 2016. À l'époque, les itémiens faisaient leur dernière année avec les G3. Donc Benoît était dans l'option système de production que j'avais le plaisir d'animer. Donc il est maintenant Chief Upcycling Officer et donc à la virgule, pour laquelle la société La Virgule, dont il est également le cofondateur. Donc, il aura l'occasion de nous expliquer exactement ce que c'est que la virgule. Mais voilà, ce que j'ai trouvé sur LinkedIn, c'est que la virgule rend le monde du sport et de l'outdoor circulaire. Donc, il aura l'occasion de nous en parler. Et vous avez là... Ah, attends, tu peux revenir en arrière? Voilà, donc Benoît est aussi actionnaire de Team Force the Planet. Et j'ai vu que Sylvie l'était également. Voilà, tu peux. Vas-y. Donc Julien Clergeau, Centrale Lille 2008, option génie civil. Donc lui, il travaille dans une grosse boîte. Enfin, je ne sais pas exactement quelle est la taille, là, je n'ai pas été vérifié. Il est directeur technique construction durable dans une entreprise qui fait de la construction bas carbone. Et donc là aussi, il est en plein dans le sujet. Il va pouvoir nous expliquer exactement ce que fait ce groupe Kaufmann. Et troisième interlocuteur, voilà, Sylvie Lépine, Centrale Lille 2000, option logistique, qui, elle, après avoir fait pas mal de choses, est actuellement chargée de mission à la MEL, métropole de Lille, et en charge des réseaux de chaleur urbains. Donc, ils sont également un outil majeur de la transition énergétique du territoire et qui est également actionnaire de Team Force the Planet. Voilà, donc c'est Sylvie qui commence, je crois. Ça marche. Sylvie, à toi. Bonsoir à tous. Oui, Centrale Lille 2000. Je vais vous présenter d'abord mon travail actuel, mon poste actuel et comment j'en suis arrivée là. Je suis actuellement ouais, chef de projet sur les réseaux de chaleur à la métropole européenne de Lille. Alors, c'est en tout petit. Je ne sais pas si vous voyez le petit schéma qui est sur la droite. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les réseaux de chaleur.
Parce que moi-même, je ne connaissais pas il y a 3 ans. Voilà, donc je vais rapidement présenter et si vous avez d'autres questions après, peut-être que j'y répondrai. Donc, c'est une manière d'alimenter en chauffage et en eau chaude de sanitaire des bâtiments collectifs et qui permet d'introduire de manière massive des énergies renouvelables sur le territoire avec un outil de production de la chaleur voilà, centralisé comme une chaufferie gaz ou biomasse ou des manières de récupérer de la chaleur par de l'énergie fatale et d'alimenter donc des sous-stations en bas d'immeubles donc de logements, de bâtiments municipaux, de tertiaires, de bâtiments tertiaires, etc. Donc à la métropole européenne de Lille, on a 6 réseaux de chaleur publics. On a donc un taux d'énergie renouvelable et de récupération sur ces réseaux qui est de 66%, je crois, avec une récupération de l'énergie fatale de l'incinération des déchets qui se situe à Halluin. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est ce qu'on appelle le CVE, Centre de valorisation énergétique, et avec aussi des chaufferies biomasse. Donc voilà, moi je suis sur ce sujet-là. Alors, j'ai été recrutée en tant que CDD d'un an, puis après ça a été prolongé de 3 ans. Et entre-temps, enfin là j'ai passé mon concours pour rentrer dans la fonction publique territoriale. Donc là je suis stagiaire. On a un an de stage. Je vais être titularisée en février. Donc ouais, je vais quand même détailler un petit peu. Enfin, au niveau de mon travail, il y a un aspect un peu technique. On est sur de la délégation de services publics en fait à la métropole européenne de Lille sur ces réseaux de chaleur. Donc, on fait appel à du privé pour gérer en fait ces réseaux de chaleur. Donc, Dalkia, Engie, enfin à la métropole européenne de Lille, c'est Dalkia. Et donc, on est plutôt en suivi de prestataire. Donc, je fais de la visite de chaufferie, de la visite de chantier, d'extension, de création de raccordement. Euh, mais c'est un petit peu, et en fait, j'ai quand même aussi pas mal de boulot enfin, voilà, de réunion avec du suivi de concession, du suivi de prestataire, en fait, en quelque sorte, pas mal d'aspects administratifs. Des évolutions contractuelles, des projets d'aménagement du territoire, etc. Donc, les aspects financiers aussi. Donc, c'est vraiment très, très complet. Euh, Très varié en fait comme travail. Et voilà, je fais partie de la direction transition énergie climat de la métropole européenne de Lille. Donc c'est une direction dans laquelle il y a plusieurs thématiques en lien avec la transition écologique et énergétique du territoire. Les réseaux de chaleur, ça fait partie du plan climat air énergie du territoire de l'AMEL, qui est un plan sur 5 ans pour présenter toutes les actions en fait qui sont mises en place sur la métropole européenne de Lille pour limiter les effets du réchauffement climatique, améliorer la qualité de l'air, rendre le territoire résilient. Et les réseaux de chaleur, ça fait partie voilà, d'un des outils pour introduire de manière massive, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, des énergies renouvelables sur le territoire. Et voilà, donc on est dans une direction où il y a une trentaine de personnes, il y a des chefs de projet énergie renouvelable, il y a des conseillers en énergie partagée, il y a des personnes qui sont en charge du budget climatique. Donc moi, c'est la fonction publique territoriale, c'est quelque chose que j'avais pas envisagé il y a encore quelques années. Et je pense que c'est vraiment un des acteurs clés en fait pour mettre en place des actions au plus près dans les territoires sur un certain nombre de sujets. Et donc les métropoles notamment et la métropole européenne du Lille, donc les collectivités territoriales, c'est à la fois les villes, le département, la région et les établissements publics de coopération intercommunale comme la métropole européenne de Lille, qui mutualisent en fait les services offerts aux habitants en fait. Pour regrouper voilà, les services des communes. Donc sur un ensemble de thématiques, sur les déchets, sur la mobilité, sur l'isolation de bâtiments, etc. Donc on a vraiment un rôle clé à jouer dans la transition écologique du territoire. Et donc comment j'en suis arrivée là? Donc je suis sortie en 2000.
de l'école. Je suis rentrée dans un groupe qui s'appelle 3 Suisses International. Donc, j'ai d'abord été chef de projet logistique. Après, enfin, responsable opérationnel d'un entrepôt. Après, je suis partie plutôt dans la relation client. Après, enfin voilà, j'étais plutôt, enfin, dans le groupe, j'ai fait plusieurs entreprises. Et j'ai fait plusieurs postes. Et puis je me posais pas mal de questions. J'ai eu voilà la naissance de mes enfants. Je me suis posé pas mal de questions sur l'utilité de mon travail, le sens de mon travail. J'ai fait des bilans de compétences et en fait bon compliqué les bilans de compétences d'arriver à vraiment trouver le bon poste qui peut nous correspondre. Mais j'ai profité d'un plan de reclassement donc au niveau de ma boîte pour arrêter ce travail-là qui me plaisait plus. Voilà, j'ai cherché à me former en complément. Et dans le bilan de compétences que j'ai fait, il y avait plutôt deux orientations. Donc j'ai suivi la première au début, il y avait l'ergonomie qui me plaisait bien. Et tout ce qui était un peu environnement, c'est vrai que j'avais du mal à savoir quel poste, enfin quel métier je pouvais occuper, quelle formation complémentaire je pouvais faire. C'est vrai que à la base, enfin Centrale Lille, c'était un de mes choix prioritaires, mais j'avais aussi l'ENGREF aussi que j'avais en tête. Enfin donc les génies eaux et forêts qui m'intéressaient bien et tout ce qui était un peu nature ça m'intéressait mais là en reconversion là enfin j'ai marqué reconversion à 40 ans c'est plutôt une formation complémentaire que j'ai décidé de faire et donc j'étais partie sur l'ergonomie j'ai fait un master en ergonomie ça m'a pas plu finalement ça m'a pas correspondu et donc après derrière, je me suis dit bon, qu'est-ce que je peux faire en lien avec l'environnement. Bon, j'avais pu, pour être honnête, j'étais enfin au chômage et donc on a la chance vraiment d'être plutôt, on est chanceux de pouvoir se reconvertir, d'être accompagné, d'être financé en fait. Donc j'ai eu le chômage pendant 2 ans. Et il me restait plus qu'une année après mon année d'ergonomie, donc j'ai choisi une formation courte. Et donc j'ai fait une licence pro, donc c'est une licence pro sur les métiers de la gestion et la protection de l'environnement avec une spécialisation sur les déchets. Et bon voilà, donc c'était facile pour moi, mais ça m'a remis le pied à l'étrier sur des sujets qui vraiment avaient du sens pour moi. Et voilà, donc je suis repartie après cette formation sur plutôt la prévention des déchets avec un boulot à Roubaix pour la mairie, mais j'étais dans une association. Et voilà, j'étais en lien avec la mairie, donc j'ai commencé à être en lien avec le service public et ça m'a intéressé de voir comment on pouvait agir sur ce sujet-là en lien avec le service public. Voilà, donc il y a des avantages et des inconvénients sur le service public et puis c'est vrai que avec ce qui se passe avec le gouvernement, c'est peut-être difficile à vendre et de dire avec les diminutions des effectifs, Ouais. etc. Mais en tout cas pour moi, ça a vraiment du sens. Je me lance dans cet épisode-là de ma vie avec entrain et dans la métropole européenne de Lille où il y a des sujets qui m'intéressent vraiment beaucoup. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu à peu près le timing. Jean-Pierre. Tu dois y être à peu près, si, Ok. c'est bon. Et par rapport, enfin, tu cherchais du sens, tu cherchais à t'épanouir dans ton boulot, et qu'est-ce que tu en dis maintenant? Objectif atteint? En fait, depuis quelques années maintenant, même à titre personnel, enfin là, les manifestations en 2018, suite à la démission de Nicolas Hulot, etc., je me suis beaucoup documentée sur tous ces sujets de transition et ça fait partie des choses qui font que j'agis au quotidien. Enfin, même si voilà, les réseaux de chaleur, pour modifier le territoire, c'est quand même dans la durée. Donc, mais j'agis pour moi au quotidien sur un sujet qui me tient à cœur. Donc, ça fait partie des choses qui m'aident à lutter un peu contre l'éco-anxiété qu'on peut avoir. Voilà, je me sens utile en fait. Pour ceux qui ont rejoint entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat.
et je vais les répercuter. J'en ai pas vu pour le moment. Qu'est-ce que tu as comme moyen d'action, toi, personnellement? Euh, Bon, on est quand même dans une grosse administration. On est 3000 à la MEL, donc je fais partie d'une direction qui agit sur tous ces sujets-là. Moi, je suis plutôt en suivi de concession, en fait. C'est sur des projets transversaux, d'évolution de nos réseaux, d'augmentation de nos réseaux. Là, on a des projets de création de réseaux à Tourcoing. Il n'y a pas de réseau public à Tourcoing. On est sur des projets de multiplication par trois de la chaleur livrée pour l'île et sa périphérie. Donc, je suis sur ces projets-là, voilà, de transition, de lutte contre la précarité énergétique également. Donc, il y a l'aspect un peu social aussi qui est intéressant pour moi. Et donc c'est quand même assez administratif, hein, donc avec le suivi des concessionnaires, avec le fait de faire évoluer les contrats pour que ça réponde aux objectifs en fait à nos objectifs d'évolution du territoire. Euh, et donc bon, alors à mon niveau, voilà, je contrôle le prestataire, je réalise des notes de propositions à mes supérieurs et aux élus. Je suis en relation aussi avec les élus euh, pour proposer en fait des évolutions. Je travaille sur le schéma directeur des réseaux de chaleur, donc voilà. C'est des Ok. évolutions à moyen et long terme. Donc c'est Ouais. pas c'est vrai que c'est pas au quotidien quelque chose qui se voit. Mais voilà, il y a des raccordements, on va dire toutes les semaines ou tous les mois au réseau de chaleur, des nouveaux raccordements, une extension. Et donc ça fait partie des choses qui se voient un peu plus que des horizons à moyen ou long terme. Quand tu dis des raccordements, est-ce que ce sont des raccordements de clients, d'utilisateurs ou Abonnés, on appelle ça des abonnés, ouais, c'est des bâtiments, en de fait. fournisseurs de chaleur? Non, des raccordements d'abonnés qui se raccordent en fait pour bénéficier de la chaleur fournie par le réseau de chaleur. D'accord. Sachant qu'on n'est pas sur des maisons individuelles aujourd'hui sur les réseaux de chaleur, on ne sait pas encore, enfin on sait pas encore le faire. On n'a pas trouvé de modèle économique en France, alors que c'est pas le cas dans d'autres pays comme des pays du Nord, comme le Danemark ou les Pays-Bas. Et donc on est sur des bâtiments, comme je l'ai dit, collectifs, des logements, des bailleurs sociaux, des copropriétés, des salles de sport, des écoles. Enfin, voilà. Je vois qu'il y a des questions dans le chat. Oui, Charles, donc merci pour ta présentation, bravo pour le courage de ton rebond de carrière. Quel pourcentage de la demande représenteront les réseaux de chaleur aux échéances qui sont visées? Quels sont les niveaux de température de récupération de chaleur CVE et de livraison? Le pourcentage de la demande aux échéances qui sont visées. Ben, en fait, il y a des ambitions très fortes sur les réseaux de chaleur avec des multiplications par 5 à horizon 2030 de la chaleur par rapport à je ne sais plus quelle date, je ne sais plus si c'est 2020 la référence. Donc, voilà, au niveau législatif, il y a des grosses ambitions. Actuellement, sur la MEL, je pense qu'on est à 5% de la chaleur en livrée qui est livrée par les réseaux de chaleur par rapport au gaz et à l'électricité. On est assez bas, mais on a voilà, des ambitions d'augmenter de plus, de plus prendre de part. Je pense que j'ai peur de dire des bêtises en fait, mais j'aurais dit d'être au moins à 10% dans 2030. Les niveaux de température, de récupération de chaleur CVE et de livraison, euh, ça arrive à 110 degrés en fait. Je pense, pour ceux qui connaissent en fait, il y a des gros tuyaux qui ont été passés dans les mini-tunnels de Halluin vers Lille. Il y a 20 kilomètres de tuyaux. Et même ça alimente aussi Roubaix. Et puis ça alimente aussi par l'île Mons et Villeneuve d'Ascq. Et donc on est sur des températures enfin, très élevées. C'est encore des chaleurs assez fortes. On n'est pas sur des températures basses comme certains endroits où c'est un peu plus récent et moderne.
Et donc ça arrive à une centaine de degrés après derrière dans les stations, dans les échangeurs en fait en bas d'immeubles. La cité scientifique, là où il y a notre belle école, nos Ouais. belles écoles, est alimentée en... Alors pour moi, elle est alimentée par le réseau enfin, d'USVA, qui est un réseau de l'université, et c'est un réseau Oui. privé. Alors que nous, effectivement, on est sur Pont-de-Bois, on a un réseau public. Alors c'est l'histoire qui veut ça. Mhm. Euh, voilà, donc on a des projets aussi pour faire évoluer le réseau sur Villeneuve d'Ascq. Enfin voilà, donc je peux pas trop en dire, euh, mais effectivement c'est alimenté, mais pour l'instant c'est du gaz à l'université. Donc à Pont-de-Bois on est sur de la biomasse et et sur de l'import de la chaleur de l'île qui est décarbonée, voilà, à 66%. Et donc c'est, enfin, en tout cas, ça offre des possibilités voilà, de faire évoluer le mix énergétique notamment pour du SVA si la chaudière, si la chaufferie, elle est remplacée par de la biomasse. Euh, la Pour la, thématique de l'énergie renouvelable biomasse aussi étant aussi un autre sujet, mais bon, donc voilà. pour la petite histoire, la cité scientifique a été en panne de chauffage tout lundi. C'est vrai. Et Et- ils étaient bien gelés et j'ai compris que l'installation de chauffage était vieillissante. ah, Sylvie donc, te remercie aussi pour le témoignage et demande les conseils que tu pourrais lui donner pour réussir une reconversion. Et je sens que Geneviève va compléter également. conseil pour réussir une reconversion. Bon, alors déjà, le bilan de compétences, c'est une première, je trouve que c'est une première approche. Mais c'est vrai que ça peut laisser encore pas mal de doutes. Beaucoup faire discuter avec les gens, je pense, avec le réseau, avoir un réseau pour pouvoir euh, éprouver un peu le projet qu'on a auprès des personnes qui ont de l'expérience dans les domaines qui nous intéressent. Euh, voilà. Et puis peut-être être honnête, se faire confiance sur le fait de y arriver. C'est vrai qu'avec le diplôme, enfin moi je pense que on m'a fait confiance. Enfin le poste de chef de projet réseau de chaleur, on m'a recruté alors que je connaissais rien au réseau de chaleur. Et je pense que le diplôme a fait quelque chose, mon expérience a fait quelque chose. C'est vrai que c'est pas ma formation, je pense complémentaire que j'ai fait sur les déchets, la prévention des déchets qui a forcément et la gestion des déchets qui a forcément aidé. Et c'est le fait aussi d'avoir pu, je pense, rebondir. J'ai cherché pas mal aussi à bouger tous les 3 4 ans. Enfin, j'ai besoin de changer de travail pour m'alimenter en nouveautés et en connaissances. Donc, euh, voilà, je vois ça comme conseil, se renseigner énormément, rencontrer les anciens, rencontrer d'autres personnes, s'ouvrir en fait. Geneviève, tu veux compléter? Oui, moi je peux vous parler d'une association qui a des antennes sur toute la France, à Paris, mais il y en a aussi toutes les régions françaises et en particulier à Lille. Ça s'appelle l'Avarap, AVARAP, et qui permet à ceux qui se posent des questions, qui sont en repositionnement professionnel, de se retrouver pendant 6 mois avec un groupe de gens qui sont encadrés par un animateur et de réfléchir ensemble. Donc, de faire qui est un peu l'équivalent du bilan de compétences, mais aussi d'avoir le regard du groupe qui peut ensuite donner son avis en fonction de vos goûts, de vos compétences, de votre expérience, de votre histoire, vous aider à construire un nouveau projet. Donc, ça s'appelle l'Avarap. Et voilà, vous pouvez aller voir sur Internet et vous aurez des informations. Chaque mois, il y a une réunion d'information et puis il y a des groupes qui démarrent tous les mois. Donc, c'est surtout de la France.
Moi, j'avais hésité aussi à faire un accompagnement avec mon job de chance, ça s'appelle aussi. Sur Internet, vous pouvez aller le voir, hein, c'est chouette aussi. C'est des accompagnements, soit, je pense pas qu'ils fassent individuel, mais en groupe aussi, soit en visio, soit en présentiel. Oui, là, c'est pareil, c'est en visio ou en Ouais. présentiel. Voilà, et, Si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un petit message et puis je vous donnerai des informations complémentaires. et Centrale Lille Alumni a un partenariat de fait avec la VARAP et sur le site des alumni. Je pense qu'il Voilà. va y avoir les liens vers l'association VARAP également. Et n'hésitez pas à me recontacter par LinkedIn ou je sais pas si vous pouvez donner mon adresse mail pro ou qui est aussi dans l'annuaire. Donc, moi, je suis. Et puis même, enfin voilà, fonction publique, si ça vous intéresse, moi j'ai passé le concours, je l'ai eu à la deuxième fois. C'est pas très facile. Et donc mon expérience, je pense, peut vous aider aussi à. J'ai passé le concours d'ingénieur territorial en fait. C'est pour rentrer dans la fonction publique territoriale. Euh, donc je peux donner des conseils, je peux donner des bouquins, je peux expliquer comment ça marche, comment ça se passe, comment on peut se préparer au mieux. À quoi, enfin voilà, qu'est-ce qu'on peut faire derrière? Il y a les collectivités territoriales, il y a énormément d'opportunités. Voilà. Louise, j'espère que tu as eu beaucoup de réponses à tes questions. Y a-t-il d'autres questions là? N'hésitez pas à intervenir. On peut encore se donner quelques minutes. Donc Louise nous dit que oui. Ok, il y avait une question avant Charles de Inès dans Ah, le chat. que je n'ai pas vu, pardon. Inès, je l'ai pas. Ah si, tout au début, pardon. Excuse-moi Inès. Quand tu as décidé de faire une reconversion, pourquoi vouloir refaire une formation? J'ai en tête le dicton, avec un diplôme d'AG, on peut tout faire après, surtout pour de l'ergonomie ou la transition énergétique, ça reste des sujets scientifiques. Ouais, avec un diplôme, avec une spécialité logistique, moi je me sentais pas trop légitime. Ergonomie, c'est quand même assez particulier. On n'est pas ergonome comme ça après un diplôme d'ingénieur, pour moi. Quand j'ai cherché à avoir des informations, etc., et j'ai rencontré des ergonomes, ils avaient un master ergonomie, donc et la transition énergétique, ça reste des sujets scientifiques, mais moi je les avais pas beaucoup abordés pendant. Alors je suis désolée, j'ai pas trop suivi comment ça a évolué à l'école centrale. Euh, mais voilà, enfin tout ce qui était un peu énergie, bon, enfin ouais. Il y avait pas, ouais, je me sentais, voilà, à la fois pas bien équipée, pas légitime. C'est peut-être bête, mais ça permet après de gagner confiance en soi après derrière pour aller chercher des jobs, et voilà, des jobs dans cette thématique-là. Mais je sais pas aujourd'hui si à l'école c'est un peu plus structuré sur ces sujets-là, s'il y a des matières qui sont. Oui, l'aspect énergie est bien développé, hein. Il y a une spécialité de dernière année. Ouais, ok. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à Benoît. Merci beaucoup, Sylvie. C'est la bienvenue pour Merci. rester si tu as le temps, Ça marche, merci. mais on t'excuse pour la suite. Benoît, Oui, bonjour, bonjour tout le monde. Ravi d'être là, c'est cool. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'interaction avec Central, un peu plus avec l'ITEM, mais un peu moins avec Central. Et le Chief Upcycling Officer, c'est presque un pied de nez au monde de la startup aujourd'hui où tout le monde est Chief quelque chose Officer. Donc c'est un intitulé de poste qui n'existe pas, mais qui me faisait rire. Et, je sais pas si Jean-Pierre, tu peux passer directement sur la slide suivante, comme ça. Je vais commencer par expliquer ce qu'on fait chez La Virgule, pour ceux qui ne connaissent pas.
et j'arriverai un peu plus à la fin sur mon parcours. Donc la virgule, c'est une marque d'upcycling. Donc, l'upcycling, ça commence à parler à beaucoup de monde. C'est une marque qu'on a lancée il y a 6 ans, où c'était encore un tout petit peu plus anonyme, l'upcycling, par rapport au recyclage. Mais pour faire simple, on collecte des matériaux qu'on vient laver, découper et réutiliser dans ce qu'ils sont. Il n'y a pas de process du tout de destruction de la matière pour refiler, pour retisser ou quoi que ce soit. Donc on est trois associés, on est 7 dans la boîte aujourd'hui et on est complètement focus à outdoor. Je reviendrai à la fin sur aussi le profil de mes associés, mais moi j'ai fait un peu de temps chez Decathlon. Je suis pas si vieux, j'ai 31 ans, donc j'ai pas fait 15 ans chez Decathlon non plus avant de lancer la boîte, mais j'ai fait 4 ans. Et un de mes associés est vice-champion du monde de planche à voile, donc voilà, on est très typé outdoor. Les déchets qu'on collecte, c'est des déchets du monde du sport. Donc ça peut être des déchets soit de prod, vraiment du rebut de prod, des prods qui sont pas passés, des matières qui sont pas passées au moment de leur fabrication pour X raisons, qui sont pas forcément conformes dans leur usage premier. Par exemple, je pense par exemple à des toiles de Zodiac ou de canaux de survie qu'on collecte, qui viennent directement d'usine, qui n'ont pas passé un test qualité d'étanchéité à l'air ou quoi que ce soit, donc qui peuvent pas être conformes pour 40 ans en mer, mais par contre pour faire un sac à dos, ça reste de la surqualité. Et donc plutôt que ce soit détruit, nous on vient les collecter. On vient aussi collecter des produits post-consumer, donc vraiment fin de vie ultime. Et là, il y a par exemple des cordes d'escalade avec Petzl ou des ailes de kitesurf avec F1. On collecte vraiment auprès des entreprises ou des responsabilités élargies producteurs, des marques, pas vraiment du tout venant proche des consommateurs parce que c'est assez complexe d'un point de vue toxicologie, traçabilité des matières. On pourra en reparler un petit peu après, mais c'est plus facile pour nous parce que notre mission avec la boîte, c'est d'industrialiser l'upcycling, quand jusque-là, c'était plutôt un métier d'artisan. Donc, on met en place des gros process et on lève des fonds pour ça. Donc, il y a un caractère, à la fois, c'est vraiment du bon sens qu'on fait, mais il y a un caractère innovant dans notre manière de l'appréhender. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que c'est bien beau de collecter toutes ces matières, mais on les transforme en sac à dos et en sacoche vélo. Et si on passe sur la slide suivante, vous verrez un peu plus concrètement l'exemple d'un de nos sacs. Bon, même encore, du coup, la suivante, pardon. Ouais, trop bien, merci beaucoup. Donc ça, c'est un de nos sacs à dos, sac du quotidien. C'est un sac de 18 litres qui est produit en Europe parce que tout ce qu'on collecte et tout ce qu'on fabrique, c'est en Europe. Donc qui est fait à partir de toiles de Zodiac. Les bretelles, c'est des ceintures de sécurité de voiture. Donc là, on en collecte quasiment 15 000 par an. On pourrait en collecter des centaines de milliers, ce serait facile. Des cordes d'escalade qui là viennent de salles d'escalade ou directement de prod chez Cousin Trestec qui a Comines, donc juste à côté de chez nous, qui est une très belle entreprise centenaire, et les ailes de kitesurf pour faire les poches ordinateurs qui viennent de chez F1 à Montpellier. Le process est assez simple, hein. Aujourd'hui, tout est assez simple, mais on veut aller beaucoup plus loin. Tout est encore découpé en ESAT parce qu'on ne peut pas envoyer nos matériaux dans leur format d'origine dans des usines de fabrication. On bosse beaucoup avec le Portugal. On ne peut pas leur envoyer des montgolfières, des canaux de survie et tout ça tel quel. Donc on vient en faire que des rectangles. On en fait vraiment des rectangles de toutes les tailles qu'on teste en termes de qualité, toxicologie, un peu tout. Et après, nous, on prototype et on envoie en usine pour faire fabriquer. On a quand même, par rapport aux enjeux actuels de PFAS, de polluants éternels qu'on entend beaucoup en ce moment, des enjeux, on collecte de la matière qui a parfois 15 ou 20 ans. Donc c'est pas facile aujourd'hui, c'est une de nos problématiques de prouver que l'upcycling est safe et industrialisable et de se conformer à la législation quand nous, on récupère les matières qui ont été produites il y a un moment. Donc voilà, donc il faudra qu'on fasse un peu de lobbying à un moment pour défendre notre activité. Et voilà, et on essaie d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait en automatisant la découpe, puisque on est en train de travailler en R&D sur des CNC, donc des machines de découpe automatique, pour passer directement, enfin pas directement, il y aura toujours une mise à plat dans un premier temps qui sera faite en ESAT ou en entreprise d'insertion, mais ensuite de découper directement nos patrons finaux dans une aile de kitesurf, dans une montgolfière, pour économiser les étapes de découpe, être du coup plus rentable et plus précis. Voilà, et globalement, on peut le... Donc, en fait, ce qui est assez fou, c'est que le monde de l'outdoor, c'est un milieu qui est très intéressant, mais qui pollue énormément alors que les gens passent du temps en nature. On marche un peu sur la tête. Et avec
aujourd'hui, toutes les marques nous vendent du PET recyclé. On réduit à peu près l'impact d'un produit de 13% dans l'outdoor avec du polyester recyclé. Nous, avec l'upcycling, on est à moins 90% d'impact carbone. Donc un sac, c'est autour de un sac équivalent produit en Asie serait autour de, allez, ouais, 70-80 kilos. Nous, on est autour de 6-7 kilos pour un sac produit en Europe upcyclé. Donc il y a un énorme impact carbone en plus de d'avoir un impact social puisqu'on produit en local. Voilà, donc ça c'était vraiment pour le pitch de la boîte. Et du coup, si on peut passer, s'il te plaît, sur la slide suivante, comme ça je dis un peu plus ce que j'ai fait mon parcours pour que vous compreniez. Donc moi, Item, j'ai deux associés, Nathan qui a fait aussi l'Item en 2000, et qui est sorti en 2018, moi je suis sorti en 2016, et Max du coup qui est à ma gauche sur la photo et qui est vice-champion du monde de planche à voile, qui lui a fait les decks. Et donc moi j'ai fait une année en Inde chez Decat, puis à Hyundai en tant qu'ingénieur Tong. Donc voilà, c'était vraiment pas le produit outdoor qui me plaisait le plus, mais c'était hyper intéressant parce qu'on faisait après 15 millions de paires par an. Donc c'était vraiment l'outdoor dans tout ce qu'on n'aime pas, un produit de consommation un peu jetable. Et donc loin de mes convictions, c'est pour ça que j'ai vite quitté Decathlon au bout de 4 ans pour créer cette marque que j'aurais pu faire en interne chez Decat. Il y avait des petits appels du pied, mais j'ai trouvé ça plus intéressant de le faire sans filet et de vivre une entreprise, une, enfin, ouais, une aventure entrepreneuriale à fond. Et voilà, et depuis, ça fait en 4 ans, là, 4 ans de création de l'entreprise, on est à peu près à 70 tonnes de matériel upcyclé. Et on a fait notre première levée de fonds cet été, ce qui n'est pas une fin en soi, mais qui va nous permettre d'accélérer sur toute la partie R&D et investissement machine pour aller beaucoup plus loin et accélérer aussi sur la matière parce que c'est nous ce qu'on se dit c'est que plus on produit comparé à plein d'entreprises qui fabriquent du produit, c'est que plus on fabrique de produits, plus on sauve de matière parce qu'il y a encore plein d'entreprises qui nous ouvrent pas leurs portes parce qu'on est trop petit pour aller chercher leurs déchets, ils veulent pas faire ils veulent qu'on prenne plusieurs camions à la fois et on est encore un peu trop petit pour ça. Par contre, dans le monde de l'outdoor, on s'est vraiment fait nos lettres de noblesse et on a des partenariats avec The North Face, Patagonia, Decathlon, à peu près toutes les boîtes de l'outdoor qu'on peut imaginer, on est partenaire aujourd'hui, donc c'est canon. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire avant les questions? Euh, Chez Decat, j'étais ouais, donc ingénieur produit, donc j'ai vraiment fait de la conception. Et puis en Inde, j'étais en usine, donc j'ai quand même fait allez, un an et demi en usine, et puis 2 ans et demi en conception produit, ce qui m'a beaucoup aidé à créer mon entreprise, qui est dans un secteur équivalent, mais à une échelle complètement différente. Voilà, j'ai été, je pense, assez rapide d'une certaine manière. J'ai pas trop le timing. Non, non, pas de souci, mais Ça laisse du temps pour les questions, s'il y on en va a. compléter avec les questions. Donc Inès a posé une question. Pour la découpe, vous avez une contrainte de taille avec les matériaux récupérés. J'imagine que les matériaux trop petits ne sont pas intéressants. Ouais, c'est un très bon point. C'est beaucoup plus facile d'upcycler une montgolfière ou une aile de kite que parfois des vestes de randonnée où on nous a proposé des trucs hyper farfelus euh, qui étaient effectivement trop petits. Upcycler des chaussures, ce genre de produit, il y a trop d'assemblage, trop de collage. C'est pas possible d'aller récupérer des matières dessus, pas pour ce qu'on fait. Euh, donc oui, on a une contrainte de taille, on a aussi une contrainte d'usage. Notre but, c'est d'aller récupérer les produits pour ce qu'ils sont et de réutiliser leur qualité pure. Euh, et même une montgolfière qui fait 850 mètres carrés, qui a le droit de voler 500 heures en France, c'est le cas pour beaucoup de produits qu'on récupère, il y a une contrainte juridique. Et ben en fait, il y a beaucoup de surépaisseur, beaucoup de sangles cousues dessus. Et donc, on en fait typiquement la montgolfière, on l'utilise pour faire des housses de transport de vélo dans les TGV. C'est un produit qui fonctionne, qui est assez niche, mais qui fonctionne hyper bien chez nous. Et ben en fait, on avait plein de chutes et du coup, on a développé des produits plus petits. Et là, dans 2 semaines, on lance une collection de casquettes faites en aile de kite, en veste Gore-Tex et en montgolfière qui nous permet aussi d'utiliser toutes nos chutes et d'aller chercher un peu nos coûts cachés. Ça nous permet de faire des produits un peu moins chers parce qu'on a quand même des produits assez chers dans notre gamme. Nos sacs à dos sont relativement chers. On a un coef quasiment x10 entre l'Asie et l'Europe pour nos productions, donc c'est logique qu'il y ait une différence, mais voilà, ça nous permet d'aller utiliser nos chutes en faisant des produits plus petits.
Il y a pas mal, il y a beaucoup de questions, c'est trop Oui, cool. toujours question Euh, de dette. Est-ce que vous avez voilà des pour- dettes financières liées au fait que vous êtes dans une démarche d'éco-conception? Oui, il y a beaucoup d'aides de l'ADEME, il y a beaucoup d'aides de l'ADEME, de la BPI qu'on va chercher au Salut, maximum. à demain. Voilà. Même si Oh, ça prend le pas rapport. mal de temps, mais il y a beaucoup d'aides. Après, nous, ce qui nous aiderait le plus, il y a une marque, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Loom à Paris. Julia Faure est une vraie activiste du secteur textile et qui décrit très bien la primovis. Et c'est plus facile, il y a plus d'usines, ça coûte moins cher d'aller produire en Asie. Le coût environnemental et le coût financier du transport est pas si élevé. Et nous, on rêve sur les produits éco-conçus d'une TVA réduite qui arrive petit à petit. Mais est-ce que l'upcycling est tellement niche, c'est tellement un vide juridique que est-ce qu'on bénéficiera de cette TVA réduite? Je ne sais pas. À suivre. On aimerait bien. Défi d'industrialisation de solutions. De ce côté, est-ce que les grands équipementiers sont vus comme des concurrents? Oui, alors on est vraiment plus un partenaire. Les grands n'ont pas vraiment vocation à faire comme nous. Euh, c'est sûr que le frein à l'entrée, on peut imaginer qu'il est assez faible et qu'on pourrait être copié très rapidement. Et finalement, et depuis le début, on nous dit, non mais c'est bon, tout le monde va faire comme vous. Et en 2 secondes, vous serez fini. C'est vraiment l'inverse qui se produit. On est vraiment vu comme un partenaire de développement produit, d'industrialisation, pour tout ce que les autres marques savent pas faire. Et voilà. Parfois, ça nous paraît même un peu fou en interne de se dire qu'on a un savoir-faire aussi précieux, mais force est de constater qu'au quotidien, c'est ce qui apparaît. Et voilà. Et du coup, on fait beaucoup de partenariats. On a fait un sac de ski de rando avec Zag à Chamonix. On a fait une sacoche vélo de gravel pour Decathlon. Là, on bosse avec Picture, on bosse avec Patagonia sur un produit pour eux, voilà, qui savent pas faire. Donc, euh, donc non, on est plutôt vu comme un partenaire. Alors que parfois on collecte des matériaux dans une marque outdoor pour faire un produit qui lui est concurrent, mais on est trop petit pour être vu comme un concurrent direct. Au contraire, on apporte plutôt une promesse environnementale et humaine aussi pour ces entreprises. Et comment sont calculées les émissions CO2? Pardon. Oui, vas-y, vas-y. Je poserai ma question après, oui. Ok, je vais. Comment sont calculées les émissions CO2 du produit en cycle de Nel? Tac, tac. Cela inclut-il les émissions de la matière première rebut? Ouais. Alors aujourd'hui, la législation européenne dit qu'une matière qui est upcyclée a une empreinte qui est à zéro et qui est impactée que dans la première vie du produit. Donc pour nous, ça veut dire que toutes nos matières sont à zéro. Le contexte devrait évoluer un petit peu. Nous, en interne, on appelle, il y a des trucs qu'on appelle l'upcycling facile. Ça, c'est typiquement des rouleaux rebut fin de vie qui auraient été détruits. Ça change assez peu les process. Il y a l'upcycling vraiment hard, quoi, vraiment compliqué, qui d'un point de vue énergie et engagement est beaucoup plus lourd, comme les canaux de survie qu'on récupère sur des bateaux qu'il faut laver, qui sont très durs à découper. Et donc, ce serait intéressant d'avoir un pourcentage assez bien équilibré entre de l'upcycling, justement, quasiment qui sort d'usine et du post-consumer sur l'impact entre la première vie et la seconde vie. Nous, ça nous ferait du bien parce qu'on est plutôt des puristes de l'upcycling, on va très loin dans ce qu'on fait. On a quand même pas mal de concurrents qui se lancent avec des solutions d'upcycling de rouleaux dormants en gros, c'est de l'extra stock qui a jamais été utilisé. Et 4 ans plus tard, ils le réutilisent en disant que c'est de l'upcycling. L'impact tombe à zéro. Bon, c'est un petit peu facile. Et pour purement notre empreinte CO2, on travaille avec une entreprise qui s'appelle Label Empreinte, qui est un calculateur qui est relié à la base impact de l'ADEME, qui fonctionne bien pour des entreprises de notre taille. Il y a plein d'autres solutions qu'on aurait pu utiliser. Et pour faire écho à la question précédente, là, ça nous a rien coûté puisqu'il y avait une aide de l'ADEME qui permettait de faire ça pour des entreprises de notre taille. Inès, de nouveau, comment vis-tu ton parcours entrepreneurial pour le moment? Ce n'est pas trop de pression, trop d'incertitude. Avec un même diplôme d'ingénieur, qu'est-ce que tu penses fait la différence entre un business qui marche, qui marchera ou pas? Ouais, il y a des phases de pression, il y en a qui le sont moins. Là, on vient de faire une levée de fonds, donc on a la pression. Chaque phase a sa pression un peu différente. C'est sûr qu'à notre entreprise, on s'est payé longtemps le SMIC avec mes associés. Là, on se paie un petit peu plus. Donc, avec des enfants, l'envie d'acheter une maison, il y a une pression financière qui est un peu différente.
on fait un business qui est relativement simple, même si tout business a sa pression. Donc voilà, on n'est pas dans le médical, on n'est pas dans l'armement. On a une pression qui est saine, qu'on essaie de garder saine, avec un équilibre pro-perso, je pense qu'on a réussi à conserver assez fort. Euh, les incertitudes, si, parce qu'aujourd'hui, dans la mode, il y a à peu près 9 entreprises sur 10 qui meurent. Au bout de 5 ans, au bout de 2 ans, c'est une sur deux déjà. Nous, on a passé les plus gros steps. Mais autour de nous, en ce moment, vu le contexte qu'on connaît tous, on en voit énormément de marques qui se pètent la gueule. Donc, je peux pas assurer que nous, on sera encore là dans 2 ans, dans 3 ans. On fait tout ce qu'il faut, on fait des choix forts. Là, dans un mois, on va même renommer la marque. On fait un énorme travail de rebranding pour être plus impactant. Donc, on fait des choix très forts, on y va à fond, on s'engage. Et en tout cas, on est vraiment sur la bonne voie. Mais si on se pète la gueule, vraiment, on n'aura rien à regretter parce qu'on s'éclate et qu'on aura tout donné. Voilà, ça, c'est le plus important. Mathieu qui demande, il a peut-être raté l'information, mais comment avez-vous financer votre lancement? Levée de fonds, investisseurs, fonds propres. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On a commencé par nos fonds propres pendant un petit moment. On avait le chômage avec mes associés, donc ça nous a bien aidé pour lancer la boîte. Ensuite, on a fait un prêt d'honneur auprès de Haut Défi. Donc, un prêt d'honneur, c'est de l'argent prêté aux associés qui permet d'avoir un levier bancaire plus fort. Donc, en gros, c'est une dette des associés envers la boîte. Et donc, ça nous a permis de lever de la dette bancaire dans un premier temps. On a eu quelques aides. On a remporté des beaux concours au niveau national, à peu près 100 000 euros. Donc, c'était cool. Et ça a fonctionné pendant 4 ans. La boîte est rentable. Donc, c'est déjà un premier point qui est hyper positif. On a 7 salariés. Donc, c'est canon. Enfin, je nous comprends dans les 7, hein. On est 7 salariés. Et on aurait pu vivre sans lever de fonds. On a décidé de le faire pour accélérer et pouvoir investir plus fort, notamment sur la partie R&D. Et aussi, depuis le début de la boîte, on n'a jamais mis 1 euro en marketing type ads. Et il était temps qu'on accélère un peu sur cette partie. On est beaucoup distribué en Allemagne et en France. Il fallait qu'on soit un peu plus distribué au niveau européen. Et pour ça, on a besoin de notoriété plus forte. D'où l'importance de lever des fonds pour être solide sur ces questions-là. Donc voilà, c'est très facile à trouver comme info. On a levé un petit million, sachant que quand une entreprise dit qu'elle lève 1 million, en général, c'est à peu près moite-moite entre de l'equity, donc des investisseurs, nous qui sont des business angels, donc des particuliers ou alors des entrepreneurs. Il n'y a pas de fonds dans notre boîte et à peu près 50% de dette, voilà, sur l'année. Donc Euh, c'est comme ça qu'on finance la boîte. C'est pas impossible qu'on refasse une levée. On verra comment ça évolue. Benoît, un petit message là. Centrale Lille Alumni permet maintenant aux adhérents d'adhérer à ce qu'on appelle le CSBA, Central Supélec Business Angel, qui est une super organisation justement pour soutenir les startups et les entreprises pour leur financement. Donc, Canon. Et bah, petit message, et ça en tant que centralien de Lille, pour peu que tu sois adhérent, si tu ne l'es pas, c'est l'occasion de le devenir. Mais là, c'est vraiment un truc qui marche très très bien. ok, c'est bien noté. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi j'en ai quelques-unes. En termes de nouveaux produits, est-ce que le développement côté client va se faire plus par des nouveaux produits ou par l'augmentation de volume sur les produits actuels? Ce que j'ai un peu compris tout à l'heure par rapport à l'industrialisation. Ouais, alors, les deux, hein, les deux, ça fait. On a des grosses phases de développement produit, puis un peu où on essaie de rentabiliser ses investissements et d'aller chercher un peu plus de quantité. Euh, Aujourd'hui, on fait aller à peu près 10 000 sacs par an. Et c'est sûr que pour nos fabricants en face, ceux qui nous confectionnent les sacs, il faut qu'on aille chercher des commandes un petit peu plus élevées pour réduire les coûts. Et, euh, et ça nous aiderait pas mal à être soit un peu plus rentable, soit à pouvoir baisser nos prix pour nos clients. Même si on est plutôt dans une démarche de devoir les augmenter un petit peu
pour pouvoir donner de la marge à des distributeurs, à des magasins pour être vendus. C'est assez tendu comme marché là-dessus. Et effectivement, on est en train de concevoir des nouveaux produits comme la casquette, comme des nouveaux sacs à dos, des nouvelles sacoches vélo. Voilà, on est en train de recréer la marque, donc je suis pas très précis sur ces questions-là, puisqu'on est dans un vrai exercice de vision qui devrait se clarifier d'ici 1 ou 2 mois. Mais on va essayer de faire des produits un peu moins chers parce que le Made in Europe est extrêmement coûteux. Et du coup, quand on fait du sac à dos lourde confection, bah, évidemment, les prix finaux au public sont élevés. Or, on aimerait que l'upcycling soit aussi parfois un peu plus accessible. Mais c'est pas toujours évident d'y répondre. Et ça mène une autre question. Mais là, il est certainement trop tôt pour y répondre. Quelle est l'ambition de croissance, justement, de l'entreprise? Ouais, bah, Un, 2 ans, 10 ans, je sais pas. ouais, bon, globalement, on a une ambition de faire à peu près x2 tous les ans en termes de CA et d'impact. On mesure vraiment les deux en face. Euh, pour, euh, pour ceux que ça intéresse, parce que c'est vraiment lié au sujet aujourd'hui, on fait partie d'un programme assez récent européen qui s'appelle Climate Dividends et qui est la mesure de la performance environnementale d'une entreprise qui permet surtout de la mettre en face de sa performance économique et de son bilan carbone. Donc le principe est très simple, c'est 1 tonne de carbone évité, d'équivalent carbone évité, égale un dividende climat qu'on peut reverser à nos actionnaires. Donc nous, on en génère 105 cette année. On fera le post LinkedIn demain, on était un petit peu à la bourre dans nos audits. Mais, euh, mais ça nous permettra vraiment de se dire, OK, peut-être qu'on fait 1 million de CA et qu'en face, on fait 105 dividendes climat. Peut-être que demain, on fera 3 millions de CA. Et si on fait que 150 ou 180 dividendes climat en face, c'est que notre impact environnemental, notre performance environnementale n'a pas eu la même croissance que notre croissance économique et c'est un problème. Et aussi de comparer des entreprises beaucoup plus grosses qui se disent, ah bah nous, ok, on a un super impact sur cette verticale dans notre business, mais en fait, on fait 3 milliards de CA et à côté, c'est un peu crade. Donc voilà, ça permettra vraiment de comparer les entreprises entre elles. Et nous, on a cette volonté de se dire, on a le droit de grandir autant qu'on veut au niveau économique, mais tant que notre performance environnementale suit à minima notre courbe économique. Très bien. Euh, Moi, j'avais une question avant que tu termines, Jean-Pierre. oui, non, il y avait Mathieu qui avait une question aussi. Mais vas-y, Geneviève. Je voulais savoir pourquoi vous avez appelé la société la virgule. Oui, et ben la virgule, c'était plus un point final pour la vie des produits, Ah, voilà, c'était prendre un temps de pause pour leur redonner une seconde vie et écrire la seconde partie de l'histoire. Nom assez complexe et très peu international. C'est pour ça que d'ici 1 mois, justement, on va changer de nom. Donc la société gardera la virgule, mais la marque aura un nouveau nom que je ne connais pas encore tout à fait, donc je peux pas, même si je le voulais, je ne pourrais pas vous le dévoiler aujourd'hui. Bien oh, sûr. c'est beau comme histoire. Ouais, bah, c'est pour ça qu'on le gardera pour la société, pour nous, quoi. Ouais. Donc, Mathieu qui a posé une autre question, comment s'articule la récupération des matières premières? Je suppose que la logistique de récupération est à votre charge, mais vous sont-ils donnés ou vendus? Alors, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui sont très, très, très contraints par les responsabilités élargies producteurs et qui coûtent très cher à mettre en décharge. Du coup, on a des gros arguments pour même parfois être payé pour collecter la matière. Il y a des catégories de produits où on est à l'équilibre. Le don entre entreprises est interdit. Donc, on ne peut pas collecter juste gratuitement, mais bon, ça peut être des euros symboliques. Et parfois, quand il y a un gros travail de préparation de la marque en face, ou qu'il y a une grosse désirabilité sur le composant, on peut le payer. Mais si on le paie, ça reste symbolique juste pour que l'entreprise en face s'y retrouve et ait envie que ce soit une collaboration long terme. Ça peut être simplement le prix, par exemple, de la matière première pour elle, histoire que ce soit plus une charge, mais au moins une ligne à zéro dans son compte de résultat. La logistique, c'est souvent à notre charge. Ça peut être à leur charge, mais c'est quand même souvent à notre charge. Euh, Même si on récupère la matière gratuitement, le temps de découpe de lavage en ESAT ou en entreprise d'insertion est relativement long et la matière n'est pas si peu chère que ça à la fin. D'autres questions?
Merci beaucoup pour vos questions en tout cas. Trop sympa. Ah, attends, je pense qu'il y a une question qui est arrivée. Ah oui, donc c'est Mathieu qui remercie pour les réponses. Voilà, super, beau projet, Oui, belle découverte, je pense. oui, bravo. Encore un autre Merci. sujet qui va intéresser beaucoup, je pense. Oui. Voilà, merci Benoît. Est-ce que Julie, vous prenez des stagiaires? Bah oui, oui, on a souvent des stagiaires et on n'a jamais eu de stagiaires ni de l'ITEM ni de Centrale parce qu'on a eu très peu de candidats. C'est marrant parce que c'est quand même notre premier réseau à Nathan et moi, mais voilà, on a des offres en cours en ce moment. ah bah tiens, euh, je crois que je vais t'en envoyer. J'ai Bien, une ouais, mentorée d'accord. qui est à la recherche de son stage de G1. Je vais lui donner le conseil. Canon. Merci. Très bien. Julien, Ouais, bonsoir à tous. bonsoir. Je pense que vous pouvez défiler Pardon, c'est vrai que. les slides et peut-être passer direct. Alors, je vais commencer par la partie parcours, donc la slide d'après. Donc, moi, je suis diplômé École centrale de Lille 2008. J'avais suivi à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore le cas, mais c'était une des options un peu phares de l'école, l'option génie civil, où on faisait beaucoup de béton. Et l'histoire va faire que maintenant j'en fais un peu moins. Mais c'était comme ça à l'époque. J'imagine que les choses ont évolué. Donc, sorti de l'école centrale de Lille, j'ai démarré dans le Nord, dans une entreprise générale qui s'appelle Ramery Bâtiment, en tant que conducteur de travaux, une entreprise générale. Donc, très vite à suivre des chantiers, chantiers de logement, chantiers de salles de sport. Et c'était l'époque aussi où se construisait. C'est Ramery qui avait construit le centre de valorisation énergétique d'Alouin, dont parlait Sylvie tout à l'heure dans sa présentation. Voilà, j'ai démarré et appris très vite ce métier de construire. J'ai eu envie après d'être plus en amont sur les projets, d'être plus dans la conception, on va dire, dans l'aspect financier, etc. des projets. Donc, je suis parti en maîtrise d'ouvrage en 2014 chez un groupe qui s'appelle Carré Construction à Lille pour faire du bureau essentiellement sur la métropole lilloise où là, j'avais une mission en tant que maître d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Donc, c'est vraiment la partie conception technique, suivi des opérations chantier, donc vraiment de la conception avec l'architecte jusqu'à la livraison des bureaux. Et puis, un peu par hasard, Nexity, donc un promoteur, là pour le coup national, gros promoteur, premier promoteur français, avec à l'époque 10 000 salariés, cherchait quelqu'un pour développer sur la partie technique la construction bois et puis tout ce qui est sujet, construction hors site, nouveau mode constructif sur l'île. J'avais jamais entendu parler vraiment de construction bois, enfin on en entendait un peu parler, mais bon, c'était vraiment balbutiant au départ et j'ai trouvé le sujet intéressant, voilà, de repartir un peu de zéro sur les connaissances que j'avais déjà acquis jusque-là en suivi de chantier, en conception. Et donc j'ai démarré, voilà, ingénieur études chez Nexity, donc sur un poste national. À promouvoir la construction bois avec une approche qui était à l'époque, on parlait pas trop encore d'environnement dans la construction, 2016. C'était plus trouver des nouveaux modes constructifs hors site, industrialisés, voilà. Et puis très vite, ce sujet est devenu un sujet presque incontournable en termes d'environnement. Très peu de temps après, je dirais 2018, où vraiment le sujet de la construction bas carbone est arrivé chez tous les promoteurs et dans le milieu de la construction. Et donc la construction bois s'est mise à se développer. En parallèle de ça, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets hors site, construction modulaire, 3D, voilà, etc. Et puis après,
sur les 2 dernières années chez Nexity. Voilà, j'ai pris plus un poste de direction technique euh, plus général, à la fois à faire de la construction bois et de la construction traditionnelle. Et puis, il y a bientôt 2 ans, voilà, par relation, j'ai été contacté par le groupe Kaufmann et Broad, donc, qui est également un promoteur immobilier national, donc de moins grande importance que Nexity en termes de volume, parce que Nexity, c'est à peu près ça doit être à peu près aujourd'hui 15 000 logements par an. Kaufmann, c'est moitié moins, mais il y avait besoin de une personne pour développer la construction bas carbone dans le groupe Kaufmann. Donc, je suis arrivé voilà, en 2023 en tant que directeur technique construction durable chez Kaufmann et Broad. Et donc, c'est l'objet de la présentation sur la deuxième et les slides suivantes. Un peu mon activité aujourd'hui, donc pour faire la transition environnementale dans ce groupe. Juste 2 mots, le groupe Kaufmann, je vous disais, donc c'est à peu près aujourd'hui dans les 6 000 logements par an, 770 collaborateurs dans toute la France. Bon, vous avez les quelques chiffres, je vous laisse regarder. Pas besoin de les commenter, mais voilà, c'est présent dans toute la France. Encore un cinquième promoteur, je crois, au niveau national. Vous pouvez avancer les slides. Donc pourquoi en fait un promoteur privé hein, veut se lancer dans la construction bas carbone et comment mettre en place cette stratégie? Parce qu'on va parler beaucoup de changement des habitudes, de changement de la conduite du changement. Donc, vous pouvez avancer, Jean-Pierre. Je trouvais ça intéressant de rappeler un contexte national qui nous concerne tous, hein, pas que la construction. C'est l'objectif de la neutralité, enfin le net zéro émission d'ici 2050. Donc c'est vraiment ça en fait qui est le moteur aujourd'hui dans nos sociétés du changement de nos actions. Et ce qui est intéressant quand on regarde un peu sur la droite, là, le net zéro, c'est qu'il y a une partie bleue où on voit que de toute façon il y a une part incompressible d'émissions carbone qu'on ne pourra pas ramener à zéro. Cette partie-là doit être compensée par eh ben, des puits carbone. Et donc le puits carbone, c'est notamment et en grande partie aujourd'hui l'utilisation du bois dans, par exemple, les bâtiments quand on parle de construction. Vous pouvez avancer la slide. Et donc en 2 mots, tout ça, ça se traduit aujourd'hui par ce qu'on appelle la RE 2020, qui est la réglementation énergétique 2020, qui est une réglementation qui doit déjà conduire l'ensemble des constructeurs et des promoteurs vers une diminution de moins 40% d'émissions carbone d'ici 2030. Donc voilà, c'est une réglementation qui nous contraint sur la première partie du trajet à moins 40% avant d'atteindre la neutralité en 2050. Vous pouvez avancer la slide. Voilà, donc aujourd'hui, les engagements en tant que promoteur, constructeur, je vous ai mis là nos 7 grands piliers. C'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement, l'usage de l'eau, la biodiversité, la qualité de l'air, la pollution, l'économie circulaire. Ça rejoint le thème précédent avec les sujets de réemploi. Et puis évidemment, tout ça dans le confort des usagers et de nos acquéreurs. Vous pouvez avancer la slide. Alors, comment en fait on met en place finalement une nouvelle façon de travailler? Puisque l'idée, alors je vais vous parler surtout de construction bois, ce qui occupe la plupart de mon temps, mais on développe aussi d'autres modes constructifs, mais c'était comment on met en place un changement face à des équipes qui parfois sont là depuis 20, 25 ans, qui ont l'habitude de construire en béton, en parpaing, en enduit. Et là, on vient un peu leur dire, maintenant, vous allez faire autrement dans certains cas. Vous pensez que c'est pas possible, mais on vous dit que c'est possible. Et donc, comment on fait? Donc, la grande stratégie, ce que j'ai mis en place, c'est de créer un accompagnement déjà de l'ensemble des collaborateurs et de l'ensemble des métiers. C'est-à-dire qu'on va de la personne qui achète les terrains jusqu'à la personne qui va livrer, on est à ses côtés, à leur côté, dans chacun de leurs missions.
Évidemment, on apporte une culture sur la construction bois. On travaille beaucoup avec les associations type FIBois qui rassemblent l'ensemble des acteurs de la construction bois. Et puis, c'était l'idée de mettre un process centralisé avec des partenariats, avec des bureaux de contrôle, des bureaux d'études, des entreprises. Donc, en fait, une espèce de task force très restreinte, ce qui fait qu'à chaque projet, on réinvente pas, comme ça se passe souvent aujourd'hui dans la construction, on réinvente pas l'eau chaude, je le dis souvent, et on apprend tous ensemble. Donc aujourd'hui, il y a un bureau d'études, un bureau de contrôle, et on est sur les sujets d'innovation et on avance ensemble sur chaque opération. Ce qui fait que moi, mon rôle, c'est d'apporter des solutions aux collaborateurs et non pas des problèmes en plus. On a beau être dans l'innovation, tous les grands sujets techniques, normatifs, voilà, ont été vus en amont, validés par des bureaux d'études, des bureaux de contrôle, tout ça. Et donc l'idée, c'est d'apporter des solutions un peu toutes faites aux collaborateurs pour s'approprier ces sujets de construction bas carbone et de pouvoir les développer sans que ce soit un boulet, un poids. Et donc petit à petit, c'est comme ça que va prendre la culture et qu'on donne envie aux collaborateurs d'aller sur ces projets. Alors, vous pouvez avancer la slide. On doit bientôt arriver sur la fin. Donc aujourd'hui, juste sur la construction bas carbone, voilà, en 2 ans, on a déposé cette année une vingtaine de permis sur l'ensemble de la France, ce qui représente aujourd'hui chez Kaufmann, où on partait de zéro, aujourd'hui, on est à peu près 15% de la production de logements dans le groupe qui est bas carbone. Alors quand je dis bas carbone, c'est qu'on vit sur ces opérations à diminuer de moitié l'impact carbone du bâtiment. Alors on agit grâce au bois sur les matériaux, avec des matériaux biosourcés, voilà, avec un mode de construction hors site, donc des chantiers qui vont aussi plus vite, avec moins de nuisances pour l'environnement. Et on agit aussi sur la partie énergétique. Encore, ça rejoint le premier sujet avec Sylvie, où on utilise évidemment de l'énergie décarbonée. Donc ça peut être du réseau de chaleur quand il y en a et quand il est décarboné. Ou sinon, on va sur de l'énergie renouvelable, de la pompe à chaleur, du panneau solaire, etc. Donc un développement assez rapide sur ce sujet-là, avec un travail au quotidien de conduite du changement, d'acculturation, de changement des habitudes, avec des freins parfois, mais avec beaucoup de plaisir quand on arrive à faire changer les habitudes. Je ne sais plus si j'avais encore une slide, c'est pas sûr. Voilà, c'est tout. Bien, merci Julien. Autre sujet intéressant, et on voit que le thème choisi aujourd'hui est vaste, puisqu'on peut l'aborder de plein de manières différentes avec beaucoup d'exemples. Il y a Inès qui pose une question basique, c'est quoi un promoteur? Je vois ça, effectivement. Un promoteur immobilier, c'est donc un maître d'ouvrage. Nous, notre activité, c'est d'acheter des terrains, d'y construire des logements adaptés à un besoin, et puis après de les vendre, alors soit à des particuliers, soit à des investisseurs. Donc on n'est pas constructeur. Nous, notre métier, c'est vraiment d'acheter des terrains, de produire du logement pour les vendre. Voilà. J'espère que c'est clair. Si c'est pas assez clair, Inès va relancer. Mathieu, merci pour ton intervention. Tous les acteurs du secteur sont-ils orientés et engagés vers les objectifs de neutralité à l'horizon 2050, comme semble l'être Kaufmann et Broad? Si ce n'est pas le cas, cela représente-t-il plutôt une opportunité de se démarquer de la concurrence ou un inconvénient en termes de compétitivité? Alors, tout le monde est aujourd'hui contraint avec la réglementation énergétique RE 2020, donc qui a des paliers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait un premier palier qui est valable là jusque encore quelques jours, jusqu'au 31 décembre. Après, il y a un palier plus contraignant en 2025, puis un palier plus contraignant en 2028 et un palier plus contraignant en 2031 pour décarboner la construction. Donc ça, c'est une réglementation qui s'impose. Là où Kaufmann est en avance de phase, c'est quand on développe ce type d'opération bas carbone, en fait, on est déjà
sur le STEP 2031, donc sur le niveau le plus contraignant de la réglementation. Donc là, on est en avance de phase de 7 ans, 6 ans sur la réglementation. Et là, on se démarque sur ces projets-là, effectivement. Et oui, c'est-à-dire que vous êtes arrivé ou il reste encore des choses à faire? Est-ce qu'il y a encore du développement à faire pour faire mieux encore? Bah, on y est sur 15% de la production, ce qui n'est pas la majorité. Le reste de la production, on va dire, suit la réglementation et donc le schéma. Voilà, donc il reste des choses à faire parce que de toute façon, à un moment, on va tous être amenés à faire du 2031, donc de décarboner de 40% la construction. Et normalement, enfin, c'est l'engagement de nos gouvernements d'être à net zéro en carbone en 2050. Donc, on devra tous y être. Il n'y a pas que le monde de la construction. Donc, il faudra trouver les solutions. Les industriels devront aussi évoluer. Tout le monde devra évoluer. Question d'Inès, dans votre branche construction durable, vous êtes combien de collaborateurs? Avez-vous le sentiment d'être seul à contre-courant ou la dynamique est homogène vers le bas carbone? Très bonne question. Aujourd'hui, alors dans l'équipe, on est trois, hein, donc vraiment en transverse, en national, à développer la construction bas carbone chez Kaufmann et Broad. Dans ces trois personnes, je compte pas aussi, on a l'équipe RSE du groupe, deux personnes qui développent la partie vraiment RSE du groupe. Donc on est en forte collaboration. Est-ce qu'on a l'impression d'être à contre-courant? Alors non, enfin tout le monde est OK pour dire on doit décarboner. Voilà, là où on est souvent à contre-courant, c'est que bah, quand il faut changer les habitudes, quand on sort à les sujets économiques, parce qu'évidemment on construit pas non plus à perte des opérations, donc il faut rentrer dans des équations qui sont parfois un peu compliquées. Donc là, il faut ramer. Mais quand on rame et qu'on avance, bah, ça fait plaisir. Bien. Euh, En lien avec ça, tu as beaucoup parlé de la conduite du changement et de la conduite du changement pour les collaborateurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de travail à faire pour les clients? Alors, les clients, en particulier les clients finaux. Est-ce qu'il n'y a pas des réticences à être dans un bâtiment, alors je ne sais pas combien d'étages vous montez, mais dans un immeuble en bois, j'imagine toutes les craintes exprimées, incendie, etc. Oui, oui. Alors oui, c'est pas forcément un avantage vis-à-vis du client particulier de construire en bois, parce que ils ont encore l'image de l'histoire qu'on leur a racontée petit sur les trois petits cochons, avec la maison en bois qui brûle. Voilà. Donc il faut gommer cette image-là. Gommer l'image aussi, c'est pas parce qu'on construit en bois en fait qu'on voit le bois. Quand on parle construction bois, c'est le mode constructif. De même que quand vous construisez en parpaing ou en béton, vous voyez pas le parpaing ou le béton. Devant, il y a un bardage, il y a un enduit, il y a un placo à l'intérieur, plaque de plâtre. Donc c'est pas parce qu'on construit en bois que la façade est en bois et qu'on construit des chalets non plus. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de d'idées reçues sur la construction bois. Donc c'est pas un avantage vis-à-vis du client particulier. Par contre, aujourd'hui, clairement, ces sujets-là sont des avantages pour des clients investisseurs institutionnels, donc que ce soit des bailleurs sociaux qui ont une vision de patrimoine à long terme, de baisse de charges, de consommation énergétique, voilà, ou de clients institutionnels qui, évidemment, s'intéressent aussi à l'impact carbone de leur investissement. Donc ça, c'est un avantage. Et c'est aussi un avantage vis-à-vis des collectivités, donc des villes qui ont de plus en plus de difficultés à accorder des permis de construire. Et donc, il est plus facile à un maire d'expliquer qu'il vient d'accorder un permis de construire pour une construction décarbonée, qui prend soin de l'environnement, etc., que une construction en béton toute simple. Voilà. Donc, des freins d'un côté, des avantages de l'autre. Il faut trouver le chemin qui convient sur ces projets. Et la durabilité d'un bâtiment à ossature bois par rapport à ossature béton? C'est la même chose. De toute façon, la réglementation impose un bâtiment d'une durée de vie de 50 ans.
Aujourd'hui, qu'on construit en béton ou en bois, ou voilà, tout est fait pour que ça tienne 50 ans et après, eh ben, on ne sait pas. Bon, après, il y a des cathédrales qui ont duré des centaines d'années en bois. Exactement. Mais il y a des bâtiments qu'on a construits en béton il y a 50 ans qu'on démolit actuellement. Il y a des bâtiments en bois qui perdurent depuis 800 ans dans certaines villes. Voilà. Après, c'était pas les mêmes modes constructifs non plus. Pour le respect de la norme RE 2020, le béton et l'acier, ou en tout cas ceux qui utilisent le béton ou l'acier exclusivement, vont réussir à passer? Il y a des solutions de leur côté ou... Alors, les choses évoluent beaucoup. Le lobby du béton est très actif. Donc, on voit de plus en plus des bétons bas carbone. Donc, c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui sur la partie béton à décarboner sur certains bétons à 50%. Donc, les solutions industrielles vont suivre également l'évolution des réglementations, c'est sûr. Donc, oui, l'idée, c'est pas de dire on construit tout en bois ou on construit tout en béton. Nous, on développe pas mal de solutions. Et aujourd'hui, il y a même des bétons de bois qu'on développe sur nos projets où on remplace une partie des agrégats du béton par du bois. Waouh. Donc, c'est des sujets. Ce qui est intéressant dans le bois ou les matériaux biosourcés, c'était ce que j'ai commencé à évoquer au début, c'est l'aspect puits carbone. En fait, enfin, on va pas expliquer maintenant, mais le bois consomme du carbone et l'idée, c'est d'utiliser nos forêts, nos bois, au lieu de les remettre et les brûler ou les laisser pourrir, c'est de les intégrer, par exemple, dans la construction pour que ça devienne nos constructions du puits carbone. Voilà. Et est-ce que tu travailles sur d'autres matériaux que le bois? Donc, béton de bois, actuellement, beaucoup de solutions mix bois-béton. Après, il y a tout ce qui est lié au biosourcé, donc c'est le chanvre, voilà. Et après, l'autre On sujet parle sur le de chanvre, de paille, etc. chanvre, paille, herbe, voilà. Et après, c'est tous les sujets. Alors, on est plutôt sur le réemploi. Le réemploi, bah, quand vous déposez par exemple vos vêtements dans le relais. Aujourd'hui, il y a une partie des jeans, tout ça, Ouais. qui sont reconfectionnés pour faire de l'isolation. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on teste, qu'on met en place. Et puis après, il y a tout le réemploi de manière générale. On essaye de mettre aujourd'hui du sol de réemploi. Ça marche plutôt bien pour les moquettes. Quand aujourd'hui, vous avez des grands plateaux de bureaux qui changent de propriétaire ou de destination, on sait facilement récupérer la moquette et l'intégrer dans des parties communes d'immeubles. Réemploi de sanitaire, on commence à le faire. Donc, le sujet réemploi est assez nouveau, mais se développe pas mal dans la construction. Après, il y a les sujets d'acceptabilité par nos clients d'utiliser des sanitaires qui ont déjà servi, mais ça, c'est aussi la conduite du changement au niveau client, on en parlait. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y aura pas à terme un problème d'approvisionnement en bois? Non, alors aujourd'hui, sauf On dit que la sur Chine, 100% les opérations en bois, il faut savoir ouais. qu'aujourd'hui, rien qu'en France, la forêt française continue de grossir. Donc on est, la forêt, elle grandit encore, malgré ce qu'on prélève. Donc on est largement encore excédentaire en croissance, rien qu'en croissance. Donc même si déjà on utilisait euh, que la forêt grandissait plus, on pourrait déjà faire, je pense, 3 fois le nombre de constructions qu'on fait aujourd'hui en France, hein. La construction bois, ça reste sur le logement, ça a dû monter à 5 à 8% de la production. C'est très faible. On dit que les Chinois viennent chercher les forêts françaises. Les Chinois, ils achètent nos chênes, ouais. Ils aiment bien nos Ouais. chênes. Alors, c'est pas le chêne qu'on utilise dans la construction. Ouais. Bon, et j'espère que les Américains ne vont pas revenir acheter nos bois quand Trump sera là, parce que c'est ce qui est arrivé la dernière fois et les coûts ont augmenté de 30% dans le bois. C'est devenu des prix d'Américains. Oui, mais comme il veut taxer les produits qui viennent d'Europe. Ouais, mais comme il avait taxé les Canadiens en fait, et comme ils achètent leur bois au Canada, ils étaient venus acheter leur bois en Europe. C'était ça le problème. Ah oui, On verra. mon Dieu. Question d'Inès. Est-ce qu'il y a une réflexion actuellement sur le fait de revenir à des matériaux plus locaux, par exemple les briques en Hauts-de-France, les pierres dans d'autres régions, etc. Oui, il y a beaucoup de projets, quelques projets en pierre. Alors ça reste encore très marginal sur des rez-de-chaussée, des projets aussi en terre, hein. On fait
de la terre dans des murs avec de la terre extraite localement. La brique dans le nord, bien sûr. Et pareil sur les biosourcés, on parlait d'isolants biosourcés, ou même de bois, avec une idée de production locale. C'est les sujets du moment. Après, c'est pas toujours évident. Pour la brique en bilan carbone, ça doit pas être idéal parce que Alors c'est... beaucoup revient le sujet, la brique en terre crue, en fait. Ah oui. Alors, en termes d'efficacité énergétique, c'est pertinent cette relocalisation? Ou si plus que- ou alors est-ce que c'est plus culturel ou esthétique? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question entre l'efficacité énergétique et la relocalisation. Après, c'est surtout le bon matériau au bon endroit. C'est sûr que si c'est utiliser des matériaux locaux et défavoriser d'autres aspects, voilà. Après, c'est quoi qu'on appelle local? Est-ce que déjà français c'est du local? Européen, est-ce que c'est du local? Inès, est-ce que tu peux te mettre ton micro et préciser ta question? Oui, pardon. Je pose beaucoup de questions, mais c'est ce qu'on voit en ce moment en cours. Donc en fait, ça m'intéresse Ah, les ah. Je suis déjà questions. content que vous le voyez en cours, c'est très bien. Mais du coup, oui, je me demandais, est-ce que c'est vrai qu'on avait évoqué à un moment le fait que bah, de plus en plus, il y a la question de avant, quand on passait d'une région à l'autre, on le voyait dans Mm, l'architecture mm, vraiment, mm, parce que justement, les gens utilisaient ce qu'il y avait à côté, etc. Et puis c'était aussi adapté, enfin, ils avaient fait évoluer leur savoir-faire en fonction de leur climat local aussi. mm. Et du coup, je me demandais, donc, je, est-ce que c'est réactualisé comme réflexion de revenir vers ça? Et ça, vous avez répondu. Mais du coup, si c'est le cas, est-ce que au niveau de l'efficacité énergétique, enfin, finalement, c'est une bonne idée de revenir vers des constructions un peu plus ancienne entre guillemets ou pas parce que ça se trouve c'est enfin par exemple la brique dans les Hauts-de-France c'est peut-être culturellement une tradition mais peut-être qu'au niveau de l'efficacité énergétique bah on s'y retrouve pas trop enfin Oui, alors c'est sûr que bon, la construction reste majoritairement uniformisée aujourd'hui. Par contre, il y a le grand sujet de la construction. Alors c'est pas tant l'aspect énergétique aujourd'hui, mais c'est le confort d'été. C'est comment on adapte nos constructions au climat 2050, où dans le sud, il va faire très très chaud. Et dans le nord, bon, un peu moins chaud, mais plus chaud que maintenant. Et c'est plus ça aujourd'hui qui a un aspect sur l'architecture des bâtiments. À la fois comment on se préserve du soleil d'été et surtout comment on va chercher l'inertie en zone froide voilà, pour garder, éviter en tout cas les surchauffes en temps de canicule. Et c'est plus ça qui aujourd'hui impacte les différences de mode constructif. On va avoir un peu plus d'inertie dans le sud que dans le nord. Et l'architecture des façades, la couleur des façades. C'est vraiment l'adaptation au confort d'été. Donc ce qui était peut-être pas le sujet il y a 100 ans, mais aujourd'hui c'est le cas dans nos régions. Voilà, merci Inès. Euh, donc il y a Laurence qui a dû quitter là, qui fait un commentaire sympathique sur les trois exemples super parlants de la diversité des métiers de nos diplômés. Quelle inspiration. Très, très bien, merci à elle. Inès, au passage, puisque tu es dans l'option en question, je pense que ça vaudrait le coup de dire à tes collègues d'option de regarder en replay cette partie-là. Je pense que ça devrait les intéresser quand même, et c'est un bon complément à la formation, je pense. Et s'il y a des étudiants intéressés pour des stages pour travailler sur ces sujets-là, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Bon, Très bien. Inès, tu, tu transmets, c'est Monsieur Zouper Lafarge, je suppose, qui est là derrière. même pas c'est Monsieur Brisset. D'accord. Bon, bah, Ah, écoute.
en intervenant, mais parce que c'est pas que enfin c'est en gros c'est pardon. C'est un électif qui s'appelle éco-conception d'un point de vue général. Donc on le voit aussi bien pour l'électronique, les bâtiments, on a Ah oui, besoin. d'accord, oui. Ah, c'est plus transversal, d'accord. Ok, bon, message à transmettre, Julien, je note, hein. Ouais, Ok, voilà, on se rapproche de 8 heures, là, juste un petit mot de conclusion, mais je sais pas ce qui s'est passé dans mes slides. Hop, alors, si j'arrive à remettre. Voilà. Donc, un grand merci. Eh ben, décidément. Bon, tant pis, je le laisse comme ça. Un grand merci à nos trois intervenants. Oui, alors Euh, merci. Juste en conclusion, donc le replay sera disponible. Ici, on a mis ce soir. Non, il sera disponible demain ou après-demain. On vous enverra les liens à tous les participants. Euh, le prochain TAP va être consacré au métier du sport. Le mardi 14 janvier, donc n'hésitez pas à noter la date. Et là, on aura quand même, c'est exceptionnel, on aura une internationale de rugby, Chloé Pell, promotion 2012, qui a participé aux Jeux Olympiques dans l'équipe de France de rugby et qui travaille actuellement en parallèle de tout ça à la Société Générale. On aura également une autre Chloé qui travaille chez Decathlon et qui travaille sur un sujet qui a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui, la transformation décarbonation. Et puis Ronan Denoual, qui a fondé plusieurs startups et qui vient d'en créer une il y a quelques années. Miles Republic, c'est une startup qui fournit des prestations pour les organisateurs d'événements sportifs. Voilà. Donc, notez la date du 14 janvier. Voilà, merci à tous. Geneviève, je ne sais pas si tu as... Non, merci beaucoup. J'ai trouvé que les trois intervenants là étaient tout à fait complémentaires. C'était très intéressant. Oui, absolument. Voilà. Et nos beaux diplômes servent quand même à beaucoup de choses. On voit que c'est très varié et très inspirant. Voilà. Merci à tout le monde. merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. À Bonsoir. bientôt.